Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule motivationnelle. Alors comme d'habitude, on va essayer de disséquer un petit peu synthétiquement une étude un peu emblématique de l'entretien motivationnel. Alors celle du jour, c'est l'étude de Selman de 2001. Ça commence à dater un peu. Elle est souvent citée, vous allez voir pourquoi. Ça tient à l'emploi en fait de certains groupes contrôle qui vont permettre en fait de réfléchir un peu à qu'est-ce qui pourrait expliquer justement l'efficacité d'une ou plusieurs sessions d'entretien motivationnel. Donc c'est un essai contrôlé randomisé. Alors voici le flowchart que j'affiche sur la droite et puis on va le passer à la méthode PICO. Donc on a une population donc, qui concerne 125 patients avec addiction légère à modérée à l'alcool et donc qui sont recrutés en situation réelle clinique sur un service d'addictologie néo-zélandais. Donc ces gens, on va faire une évaluation pour évidemment faire notre inclusion dans l'essai. Et puis ils vont tous avoir une séance éducative commune avant d'être randomisés donc dans trois groupes. Donc un groupe MET, c'est-à-dire Motivational Enhancement Therapy, c'est-à-dire de l'entretien motivationnel, vous verrez souvent ça dans les études, le MET, 4 séances, ou NDRL, c'est-à-dire un groupe qui va avoir 4 sessions en fait d'approche rogérienne, c'est-à-dire la fameuse approche non directive. Donc où on va avoir une discussion qui est totalement pilotée par le patient et sur laquelle le thérapeute ne fait que des reflets finalement. Et puis une NFC, c'est-à-dire là une absence de session. On revoit ce beau monde à la 6e semaine et à 6 mois, donc c'est le T de time. Ce qu'il faut noter dans l'essai, c'est qu'il y a peu de perdus de vue, 3 patients seulement sur 125, donc ça c'est plutôt cool. Et celui qui fait le réassessment, donc qui réévalue, il est aveuglé, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et puis sur les critères de mesure primaires, on a un truc qui s'appelle Unequivocal EV Drinking, donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et une mesure secondaire qui est un peu l'équivalent d'un GROC, c'est-à-dire une impression globale de changement avec un score unidimensionnel. Voilà à quoi ressemblent on va dire, les caractéristiques démographiques en fait de la population. Donc on voit qu'elles ne diffèrent pas sauf en 2 points. D'abord, elles diffèrent sur cette impression globale de changement, le GAS là qui est Global Assessment Scale. Et en fait, ce GAS, il est pris juste à la sortie du temps d'éducation commun. Et donc, on voit qu'il y a une petite différence entre les groupes. Et donc après, ça fera l'objet d'un calcul en fait pour tenir compte de cette différence. Et par contre, il y a un truc intéressant. Vous le voyez, c'est que le groupe MET en fait, comporte des gens qui sont beaucoup plus touchés par des troubles anxio-dépressifs que les 2 autres groupes. Et ça sera pas corrigé dans la suite de l'étude et ça peut expliquer peut-être que on retrouve parfois une absence de différence sur certains scores. Pourquoi pas? Alors voici le tableau récapitulatif des résultats à 6 mois. Donc notez bien quand même ce temps de suivi qui est quand même intéressant. 6 mois de suivi par rapport à 4 interventions brèves d'entretien motivationnel. On a ici donc le contenu du score dont je vous parlais juste avant en fait de critères qui est le critère primaire, le GAS qui est le critère secondaire et donc cette impression globale de changement à 6 mois alors qu'on a une correction en fait, on a un score qui est ajusté puisqu'il y avait une différence entre les groupes. On retrouve pas de différence sur ce critère secondaire. Par contre, sur le critère primaire, ici, vous avez un item qui concerne la consommation, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle unequivocal, c'est-à-dire la consommation la plus forte, donc divers standards ou plus, sur 6 occasions ou plus de 6 occasions en 6 mois. On a
42,9% des gens qui ont ce score donc dans le groupe MET contre 62-65% dans les deux autres groupes, avec une p-value qui est donc significative. Sur les autres scores, on retrouve pas de différence, donc ça peut être considéré comme mince, mais il y a quand même une efficacité donc de cette intervention brève qui se maintient en fait, en tous les cas dans le temps. Donc c'est plutôt en faveur en fait de l'utilisation de l'EM. C'est quand même intéressant de se dire aussi que l'approche non directive dans ce cas sur cette population, en fait, il y a aucune différence par rapport à une absence de session. Voilà, n'en déplaise un peu aux fans de Rogers. Enfin, c'est à tempérer par rapport aussi à d'autres essais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ici, on a une différence de structuration, puisque finalement, le NDRL insiste en fait sur finalement cette approche relationnelle avec le patient. Et donc, ce qui ferait la différence avec le groupe MED, c'est quand même qu'il y a plus de on va dire de structuration dans la tête du praticien, avec l'idée quand même d'appuyer sur le discours changement, de réduire le discours maintien. Donc même si c'est pas très développé dans l'article, c'est quand même un des essais contrôlés randomisés qui est assez souvent cité parce qu'on a la possibilité effectivement de comparer certaines composantes par l'emploi de ce groupe contrôle supplémentaire. Je vous laisse le soin de lire l'article qui est assez sympathique, assez succinct, un petit peu vieillot et en attendant des nouveaux. Je vous dis à très bientôt, belle lecture à vous et au mois prochain pour un nouveau cours d'entretien motivationnel. À bientôt.